Allez, on était sur l'Algérie. On évoque donc cette main tendue du nouveau président Abdelmadjid Tebboune à l'endroit donc du Irak. Credo Tété, cette main tendue, je me rappelle son premier discours, il a dit « Si vous restez d'un côté et moi de l'autre, on ne peut pas se parler ». C'est déjà un signe d'ouverture que voilà quelqu'un qui a compris les revendications de la rue. Non, mais c'est dire que les choses ont évolué parce qu'aujourd'hui, il est dans une posture où il doit prôner l'apaisement. L'apaisement, c'est également, ce ne sont pas uniquement les paroles, c'est par les actes. Donc le fait de tendre la main, disons, à ses opposants en griffe, en appelant à ce dialogue, je crois que c'est une ouverture qu'il est en train de faire. Il faudrait aujourd'hui que les acteurs politiques algériens prennent la mesure de la chose et qu'ils puissent s'attabler pour réfléchir sur le problème qui les touche. Ce n'est pas dans les confrontations, dans les isolements qu'ils arriveront à trouver des solutions, bien des approches de solutions aux problèmes politiques qui sont devant eux. Francisco Napokura, vous savez qu'aujourd'hui, le Irak, je l'ai dit quand je posais la question affirmée, n'a pas véritablement de visage. Alors, il veut dialoguer, mais avec qui peut représenter le Irak aujourd'hui? Oui, c'est ça. C'est un groupe de révolution, de révolutionnaires qui n'a pas en tant que tel une tête. Ce n'est pas des gens préparés. C'est une révolution de rue. Mais si le général, si le nouveau président, fraîchement élu, a déjà tendu cette perche, c'est qu'il sent que de l'autre côté, il peut y avoir des gens. Et puis toujours, il y a des gens qui peuvent aller, mais qui peut-être ont peur pour l'instant qu'en allant, ils seront lynchés par la foule. Parce que là, quand la rue vous rejette, c'est que c'est total. C'est total. Bon, maintenant que le général Gaïda a atteint ses objectifs, c'est-à-dire que remettre les civils au devant de la scène et rester derrière, toujours avec leur bâton, je crois que si le nouveau président fraîchement élu continue dans la même dynamique, c'est-à-dire que poursuivre les anciens, les gens qui ont fossoyé le pays et autres, peut-être à un moment donné, avec l'aide des pays proches comme le Maroc, parce qu'aujourd'hui personne ne veut entendre parler de la France. Lorsque même la France a exprimé, Macron a exprimé ses vœux pour l'Algérie, la réponse était tac-tac. Et donc, voilà. Mais il faut féliciter le peuple algérien que ces élections, malgré le fait que c'était contesté dans la rue au moment où ça se déroulait, il y a eu meurtre de grabuge. Et cette armée aussi qui nous a épargné des morts. Donc, c'est vraiment quelque chose à mettre à l'actif de la démocratie algérienne que nous souhaitons prospère. Vous pensez qu'il va pouvoir gagner le pari de faire taire les mouvements de contestation? Non, pour le moment, je ne pense pas. Ça va être un peu difficile. Il lui faut tout d'abord s'asseoir, il lui faut un peu de temps et il lui faut aussi un peu de stratégie et de tact. Parce que ceux-là qui sont dans la rue, qui seront encore dans la rue, ne vont pas se laisser faire pour le moment. Mais une chose peut-être pourrait le sauver s'il arrive à prendre des mesures populaires. Mais des mesures populaires qui pourraient aussi le fragiliser à l'avenir. Ouais, peut-être il va dire, bon, on condamne X, on condamne Y, ceux-là qui ont fait l'ancien régime, là, il faut qu'on les sorte, il faut qu'on les vilipende. Donc il fait ça deux fois et puis il reste calme, il se recroqueville. Je pense que ça peut aller. Mais s'il poursuit dans la même dynamique, je pense que l'armée va le lâcher. Parce que ceux-là qui ont fait l'ancien régime, l'ancien régime, c'est un régime purement militaire. Lui-même, il est un produit de l'ancien régime. Il est un produit de l'ancien régime. S'il poursuit comme ça, mais les gens vont le lâcher avec le temps. Mais ce dont il a besoin, c'est beaucoup plus de sagesse et de maturité. Il a déjà commencé, il veut être un peu plus rassembleur, donc qui poursuit dans la même dynamique. Mais si, arrivé à un moment donné, il voit que la rue ne veut rien comprendre, moi je pense qu'il a juste besoin du forcing parce que le pays doit évoluer. Et puis les gens ne veulent pas qu'on négocie ou qu'on poursuive les coopérations avec la France et d'autres pays. Ça va être difficile. L'Algérie ne peut vivre en
autarcie où l'Algérie ne peut vivre seule. L'Algérie a besoin de s'ouvrir aux autres. L'Algérie doit montrer aux yeux du monde qu'elle est en train de changer, qu'elle est devenue beaucoup plus démocratique pour attirer assez d'investisseurs dans le pays et avoir de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats avec les pays voisins et d'autres pays de par le monde. Mais s'il veut se recoqueviller ou juste satisfaire aux desiderata de la rue, ça va être un peu difficile. C'est un pas démocratique que nous pouvons saluer, mais il faut assez de sagesse dans cette dynamique-là. De toute façon, s'il espère réussir sa mission, il est obligé de tenir compte des revendications de la rue. Oui, non, je crois qu'il doit faire avec les revendications de la rue. S'il y a des gens qui sont dans la rue, donc ces gens sont portés par des voies que nous appelons de griffes, des voies autorisées. Et je voudrais qu'on fasse une lecture. Le simple fait d'appeler à ce dialogue, je crois que le nouveau président est en train de chercher des arguments pour justifier dans un proche avenir, disons, sa fermeté politique. Parce que, oui, il ne peut pas aller tout go dans l'intransigeance politique, donc il doit avoir avec lui des arguments lorsqu'il sera, disons, interpellé, qu'il puisse dire que j'ai fait des marches d'ouverture, donc j'ai tendu des mains, mais les gens n'ont pas voulu venir pour que nous puissions réfléchir. Il a tous les arguments, quoi. Donc là, il a besoin de mettre tous les arguments de côté et c'est ce qu'il est en train de faire en appelant à ce dialogue. Mais espérons que ce dialogue-là puisse se tenir et qu'il puisse trouver, disons, un cadre de réflexion qui soit, disons, institutionnalisé pour qu'il puisse régler graduellement les problèmes auxquels l'Algérie est confrontée. Certes, il y a ce besoin pressant de redémarrer les choses dans ce pays-là. Mais si on doit parler de redémarrage des activités, disons, dans ce pays, il faut compter avec la norme politique. Mais lorsque la norme politique ne serait pas assez calmée, donc ça va rejaillir sur les activités, disons, économiques dans ce pays. Alors, Abdelmadjid Tebboune, Francisco Napokora, il va prêter serment demain, jeudi. Est-ce que vous pensez qu'une fois qu'il aura véritablement pris les rênes du pouvoir, le général Gaïd Salah va la boucler un peu? Non, mais le général Gaïd, c'est un cas. Et l'Algérie, c'est toujours l'armée qui dirige. Donc l'armée a trouvé son pion et l'a placé, tel que ça s'est passé avec un premier tour qui donne une victoire de 58%. C'est déjà la volonté que l'armée, c'est le meilleur pion qu'ils ont trouvé et qui peut faire le boulot. Donc, il y a déjà, même ce monsieur a été déjà ancien Premier ministre, plusieurs fois ministre. Il a eu à tenir des promesses par le passé qui n'ont pas été respectées. C'est ce que lui reproche un des principaux mouvements politique qui est islamique, qui rappelle que dans le temps, quand il a été, n'est-ce pas, Premier ministre, il a eu à tenir des promesses qu'il n'a jamais respectées. Donc déjà, son il passé... a été Premier ministre que 3 mois. Oui, mais... Parce qu'au 3e mois, il a fait un discours où il a critiqué la corruption et tout, et il a été débarqué. Oui, c'est ça. Et c'est le même régime qui le copte, qui vient de le copter. Il est indépendant, candidat indépendant. C'est tout comme ce qui... Bon, on va espérer comme ce qui s'est passé en Angola, où le président a choisi plutôt celui qui n'était pas pour lui, étant même fils du système, qui n'était pas forcément de cette côté. Et qui était de décrire ça. C'est un bon boulot. Donc, peut-être... Pas pour le président quand même. Ouais, peut-être que après ça, son intronisation, comme il avait déjà commencé, et puis on l'a débarqué, il va peut-être continuer. Il a dit dans un discours populiste et dans des actes qui vont emballer et faire rentrer un peu rapidement les gens dans les rangs pour que le pays puisse avancer. Parce que là où nous sommes, il n'y aura plus d'élections avant la fin de ce mandat. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est juste un petit truc. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé au Burkina Faso, où on place Kafando devant et Zida
militaire derrière. Bon, ça a aidé un peu. Parce qu'arrivé à un moment donné, quand on a remarqué que Kafando n'arrivait plus bien à jouer le rôle, c'est ça qui a légitimé le coup d'État raté, là. Et maintenant, nous avons vu un peu ce qui s'est passé. Donc, s'il reste là, s'il reste bon élève du système, je pense qu'il aura encore de beaux jours en fait, devant lui. Mais s'il va se comporter encore comme le nouveau président angolais, je pense que ça va lui être difficile. Nous allons passer au second sujet, c'est le Bénin. Le Bénin, on va évoquer donc la restitution d'œuvres d'art par la France. Il faut encore patienter 1 an. La restitution par la France au Bénin de 26 œuvres d'art annoncées en 2018 se fera dans le courant de l'année 2020, peut-être au début de l'année 2021. C'est ce qu'a indiqué lundi à Cotonou le ministre français de la Culture, Franck Riester. Le gouvernement béninois doit encore définir le lieu qui accueillera cette restitution qui, a ajouté le ministre, se fera soit à travers une remise, soit directement par un transfert de propriété si la loi française est votée d'ici là. Donc après avoir évoqué le principe de restitution d'œuvres en 2017 à Ouagadougou, le président Macron avait annoncé en novembre 2018 que la France allait remettre sans tarder les 26 œuvres réclamées par le Bénin. Il y a eu quelque chose d'assez incompréhensible dans l'attitude du Bénin, c'est qu'on a réclamé les œuvres à tue-tête. La France, à un moment donné, s'est dit d'accord, je vous remets vos œuvres, et on dit non, gardez-les encore un peu. On n'a pas encore trouvé les lieux pour les mettre. Oui, donc je crois que ce débat, nous l'avions fait sur ce plateau lorsque il y a eu l'épisode numéro 1 de ce feuilleton. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode numéro 2. L'épisode numéro 2 ne fait que, justifier les réflexions qu'on a faites. En fait, le Bénin politique n'est pas encore prêt pour accueillir ces œuvres d'art, mais ils ont voulu, du côté du Bénin, faire ce qu'on appelle de la propagande politique pour dire qu'ils luttent pour les valeurs culturelles, les richesses culturelles du pays. Mais aujourd'hui, est-ce que, comme ils le disent, même comme le gouvernement béninois l'a dit, ils ne sont pas encore prêts parce qu'ils n'ont pas encore trouvé les infrastructures? À quoi bon réclamer à tue-tête ces œuvres lorsqu'on sait pertinemment qu'on ne dispose pas encore des infrastructures adéquates pour essayer de faire dans la conservation de ces œuvres d'art? Et également, nous allons tenter de nuancer le fait que la France aussi joue un peu, disons, la montre, le chrono dans cette affaire de restitution. La déclaration du ministre français des Arts et de la Culture, donc je crois que c'est une déclaration qui est discutable. Est-ce que la France réellement est prête à céder ces œuvres d'art? Donc ça, c'est la grande question. Parce que s'il y a cette volonté de se débarrasser ou bien de restituer ces œuvres d'art, donc on ne peut pas tabler sur les conditions de conservation, quitte à dire que nous cédons, voilà la forme de cession de ces œuvres d'art. Maintenant, la France est en train d'invoquer une loi qui n'est pas encore d'actualité. Donc la loi sur la propriété, sur le transfert de propriété. Maintenant, et quand est-ce que cette loi serait votée et quels seront, disons, les canevas même de l'application de cette loi? On ne le sait pas encore. Donc ils peuvent cadenasser pour dire qu'en fait, c'est la législation qui ne permet pas, pour l'instant, même après 1 an, pour dire que la législation ne leur permet pas d'aller dans ce sens-là. Mais moi, je crois que c'est une question de la souveraineté identitaire, culturelle du Bénin que de dire que nous assumons notre demande, donc nous allons créer les conditions et aller vite à ces créations de conditions, parce qu'on ne nous dira pas que le Bénin ne dispose pas de musée. Le Bénin dispose de musée, pas un seul musée, il dispose de musée, mais, je pense que le plus grand musée a pris feu il y a, si je ne m'abuse, 2 ou 3 ans. C'est le musée d'Alada, si je ne m'abuse, qui a pris feu et qui n'a pas encore été rénové. Oui, mais il n'existe pas qu'un seul musée au Bénin, donc il va falloir créer les conditions pour s'approprier ces œuvres d'art. Mais est-ce que, Francisco, il n'était pas opportun de faire la chose dans le bon sens, c'est-à-dire on a déjà les lieux pour accueillir ces objets et on les réclame? Non. Tout d'abord, il faut féliciter le Bénin pour avoir obtenu au moins ce principe de restitution. Et vous venez de parler tout à l'heure qu'il y a le ministre français dit même que la loi même de restitution de propriété n'est pas encore votée. Ouais. Mais lorsqu'ils venaient dépouiller nos continents de tout, est-ce qu'ils avaient voté une loi pour ça?
normalement, ça devait être automatique. Ce qui veut dire que même les langages qui ont été tenus ont été diplomatiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le Bénin n'est pas prêt pour les accueillir, mais c'est parce que la France n'est pas encore prête pour restituer. Parce que vous vous rappelez que c'est au lendemain, n'est-ce pas, de cette demande de restitution ou d'accord que les frais d'inscription des étudiants étrangers africains en France ont été... Vous faites un parallèle là, Non, nous on a déjà fait un parallèle parce que, en fait, ces œuvres d'art qui sont en France font gagner des millions d'euros à la France. Sans ces œuvres, on s'imagine les musées du Louvre, tout cela serait complètement vide. C'est des milliers de milliards de dollars, d'euros que la France a engagés depuis que ces œuvres ont été volées de l'Afrique. Ça a été volé, ce n'était pas donné, ce n'était pas prêté. Est-ce que vous voyez, il faut féliciter l'État béninois d'avoir eu ce courage de réclamer, d'obtenir déjà le principe que ça va être restitué. Maintenant, c'est eux qui sont venus nous dire qu'ils repoussent parce qu'il n'y a pas un musée capable de les accueillir. Et c'est tout à fait normal parce que c'est des objets qui ont besoin de haute sécurité. De haute sécurité, et ce n'est pas n'importe quel budget. Normalement, même l'État béninois devait même réclamer à la France de leur construire un musée sécurisé. Parce que l'argent que ça a engrangé à la France depuis 1800. Depuis 1800, vous allez voir, lorsque ces œuvres d'art seront, n'est-ce pas, rapatriées sur le Bénin, ce que ça va créer comme du tourisme au Bénin. Que ce soit depuis l'aéroport, les taxes de billets, au niveau de l'aéroport, les visites des touristes, tout ce que ça donne, tout ce que ça donne, les visites sont payées. Quand vous allez au musée en Europe, c'est payé. Est-ce que vous voyez? Attendez. Monsieur Credo, quand vous allez, vous ne pouvez pas vous donner ce plaisir parce que vous n'avez pas les moyens pour le faire. Est-ce que vous voyez? Non, je crois que c'est relatif. En fait, moi, présentement, là où je suis, je n'ai pas les moyens. Donc, en fait, normalement, la France, pour être honnête, si Macron pouvait être honnête, c'est d'accompagner, n'est-ce pas, le retour de ces œuvres, de la construction des musées sécurisés et avec l'accompagnement de l'UNESCO. Ce n'est pas seulement à dire que donc, la France n'est pas encore prête à restituer le... Mais quand on regarde, c'est vrai que Francisco accuse la France, mais Macron a montré quand même, comparativement à ses prédécesseurs, une véritable volonté de restitution. Oui, exactement. Moi, je ne suis pas d'accord avec Francisco Nampokura, mais Francisco m'étonne. On vient faire une guerre et moi, je prends les butins de guerre et je viens garder ça dans mon pays. Guerre? Écoutez, mais c'était lors d'une guerre. Et juste parce que la France avait vaincu les Béninois et la France a pillé, a volé ces objets, elle est allée les garder on a parlé de cette guerre. Oui, ces objets, on les appelle des prises de guerre. Des prises de guerre, c'est des butins. Donc, moi, je prends ça, je garde. Et maintenant, je vous dis, Francisco, on a beaucoup de... Attendez. Et maintenant, moi qui ai gardé vos objets, je dis aujourd'hui, je veux vous retourner vos objets. Vous me dites encore que moi, je ne suis pas encore prêt. Attendez que je construise un endroit public avant que vous ne me retourniez mes objets. Mais vous êtes sérieux? Mais attendez, ils n'ont même pas les tests pour restituer le patrimoine d'autrui, ce qu'ils ont volé. Attendez, Francisco Nampokura. Je pense qu'il parle par rapport au Bénin. Moi, je parle par rapport au Bénin. Sur ce point, le Bénin n'est pas sérieux. Moi, si on accuse la France n'a pas tort. Parce que la France, politiquement et officiellement, a montré toute une volonté de restituer aux Béninois ce qui leur appartient. Donc la France, on ne peut pas accuser la France sur ce terrain-là. On ne peut pas accuser la France sur ce terrain. Et sur ce point, politiquement, la France va chaque fois dire, bon, on n'a pas encore les tests, peut-être en 2021, on va dire, on n'est pas encore prêt pour ça. Et moi, je dis, sur ce point, moi, je n'accuse pas la France. Vous savez pourquoi? Vous avez soulevé un point important, qui est très capital, l'argent. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ces objets-là, la France dit à partir du Bénin, on va restituer d'autres. Et on parle de 90 000 objets par endroit. On parle de 70 000. Et on dit, par exemple, seul le musée que Branly enregistre 46 000 objets. Vous imaginez, 46 000 objets. Donc ça va être compliqué. Et les ont dit, il y a plus de 20 000 objets qui sont dispersés dans presque tous les musées de la République française. Donc vous imaginez, ça attire assez de touristes. Or, la France enregistre plus de touristes de par le monde.
Quand vous voyez. Donc je me demande, est-ce que cette situation, cette opération va être vraiment efficace? Est-ce que ça va être vraiment possible? Est-ce qu'il va aller fabriquer même les... Ça va être vraiment possible parce que c'est avec ça... Les objets d'art pour venir remplacer, tromper les gens. Non, parce que c'est ça qui attire assez de touristes. C'est ça qui attire assez d'argent pour la France. Est-ce que la France va accepter de la façon la plus honnête à restituer véritablement ces objets? Du moment où le Bénin même est négligent sur le dossier. Le Bénin n'est pas le Bénin est négligent sur le dossier. Samuel, regardez l'attitude du... Mais les Béninois parlent comme si ils dépendaient... Non, moi je regarde la montre. Non, les Béninois ont monté ici. C'est comme ce débat-là où tout le monde, ces derniers mois, est en train d'insulter la France. Et aujourd'hui, le Bénin montre encore toute sa dépendance vis-à-vis de la France. C'est un débat compliqué. Firmer a touché un point important. Aujourd'hui, ces objets-là, est-ce qu'ils appartiennent plus au Bénin ou à la France? Parce que ça fait partie de l'histoire de conquête de la France aussi. Oui, non, je crois que c'est partagé. Et c'est partagé parce qu'aujourd'hui, les Français aussi ont essayé de construire toute une histoire de guerre autour de ces chefs-d'œuvre d'art. Et donc là, je suis tenté de dire que peut-être qu'ils ont essayé de refaire toute l'histoire. Toute l'histoire parce qu'on ne sait pas comment est-ce que toutes les explications qui sont données au sein de ces musées sur ces œuvres d'art. Ils ont construit leur histoire. Oui, non, mais oui, je l'ai dit tantôt. Donc là, ils ont construit leur histoire par rapport à ces œuvres d'art et il serait difficile aujourd'hui à la France, disons-nous la vérité, nous ne l'aurons pas, il serait difficile à la France de restituer, de gaieté de cœur ces œuvres d'art. Et aujourd'hui, lorsqu'on va procéder à la restitution de ces œuvres d'art de toute l'Afrique qui ont été pillées par l'Empire colonial français, donc c'est dire qu'on va dépouiller les musées français de l'essentiel de leur quintessence. Est-ce que les Français sont prêts à ça? J'en doute fort. Et là même, le fait d'évoquer la loi sur la restitution du patrimoine montre une certaine réticence. Au-delà de l'aspect politique, de cette volonté, de ce semblant de volonté politique qui est affiché, maintenant, il conditionne cela par des tests de loi. Donc, alors qu'en ce moment-là, les tests de loi n'avaient pas prévenu. Et là, ils peuvent dire que c'était un contexte particulier. Donc, mais maintenant, avec ces propos de ce ministre français, donc c'est dire que c'est une autre lutte qui est en train de commencer. Et cette lutte aurait été plus facile si l'État béninois n'avait pas commis la bourde de dire que nous ne sommes pas prêts. Exactement. Nous n'avons pas encore les infrastructures nécessaires. Parce qu'en le disant, ils sont en train de conforter le système culturel, bien, le système politico-culturel français dans sa logique qui va essayer de rouler. Donc, si vous avez la chance d'aller à Paris, allez au musée du Louvre, vous allez voir l'affluence qu'il y a là-bas. L'affluence qu'il y a là-bas juste pour visiter ce musée-là. Et ce que ça fait en termes de devises, ce que ça apporte en termes de devises aujourd'hui pour la France, ça c'est le musée du Louvre. Mais lorsqu'on visite les autres musées éparpillés en France, donc on retrouve toujours de ces chefs-d'œuvre. Donc là, ça constitue aujourd'hui des sources d'enrichissement de la France. Est-ce que la France va vouloir se laisser dépouiller si facilement? C'est la grande interrogation. Il y a un point qu'évoquait Credo, par exemple, l'histoire même autour de ces objets. Je doute fort, par exemple, que quand vous allez dans un musée français, on va vous dire que tel objet appartenait au roi Béhanzin, il en faisait ceci et cela. Non, ils vont vous dire tel objet appartenait au roi, mais tel général français a mené telle expédition, il l'a pris. Et donc, ils ont construit leur histoire autour de ces objets. Ils sont venus les voler. Le point de chute de Credo confirme que la France même jusqu'à ce jour, c'est-à-dire que le Parlement n'a pas encore adopté les tests. C'est pour dire que ce matériel va être restitué. Oui, je ne suis pas contre. Le langage qui a été tenu a été un langage diplomatique pour ne pas salir davantage la France peut-être. Donc ils ont trouvé
une contorsion pour formuler la phrase. Bon, le français, ça se parle, pour formuler, pour dire que bon, les torts sont un peu partagés. Ouais. Sinon, vous l'avez dit, si on dépouille de plus de 4000, c'est des millions d'objets d'art, mais on en souffre. Regardez, même ici dans nos pays, vous allez dans certains villages, on dit que, par exemple, le Togwizikbi, le premier, a été enlevé. On ne sait pas. Aujourd'hui, nous, par exemple, en tant que Togolais, on n'a pas l'inventaire de ce qui est dans les musées. C'est ça aussi qui est dramatique, Ah, oui. parce que Nous-mêmes, on ne connaît pas l'histoire. C'est eux Oui, qui mais font c'est l'inventaire pour nous dire. Attends, on nous dit, voilà. Le président français avait nommé une commission qui a fait l'inventaire. Donc ça veut dire nous-mêmes, on n'a pas des gens capables de nous dire on avait ceci et cela qui ont été il était enlevés. tombé dans un piège. Parce que quand il est venu, il a fait d'un entourage africain un peu voulu. Et donc les gens ont posé de tout. Donc il était pris au dépourvu. Il était pris à son propre piège. Donc il était obligé d'annoncer qu'il va restituer. Et voilà, la restitution devient difficile parce que ces musées, ces places-là seront désormais vides. Et c'est ce que je me pose comme question. Est-ce que nos pays vont pouvoir récupérer les originaux? Les originaux. Parce qu'ils peuvent aller les falsifier et nous retourner la falsification. Alors, maintenant, il faut craindre aussi. Non, mais je crois qu'il ne faut pas aller dans des procès d'intention. Non, je prends le cas de Tombouctou et autres, où des musées ont été saccagés. Et vous allez vous retrouver même que certains objets de ces musées qui ont été saccagés par les islamistes se retrouvent chez les chrétiens en Europe. Est-ce que vous voyez? Alors, en même temps, ces objets, c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient une certaine dimension spirituelle portée pour ces gens. Mais aujourd'hui, je ne sais pas moi, quand on parle de ces objets pour la jeune génération africaine d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a la même dimension? Non, des fois, pour ces objets-là, c'est une question de croyance. Peut-être, on dit souvent que quand ces objets traversent des frontières, ils n'ont plus le même pouvoir ou la même puissance. Mais vous avez souligné quelque chose d'important. Le problème que nous avons ici, c'est que nos historiens ne peuvent jamais arriver à identifier nos objets. C'est-à-dire les objets, quand on demande à un historien béninois, quels sont les objets qui ont été volés au peuple béninois, ils ne pourront jamais l'identifier. Donc du jour au lendemain, la France peut venir nous dire, voilà, voici vos 26 objets. Voilà. Donc tout d'abord, on ne connaît pas le nombre exact et on ne peut pas les identifier de façon matérielle. L'autre chose, Xavier, vous avez encore souligné un point important, c'est ça rentre dans l'histoire de conquête de la France. Ça veut dire, c'est l'histoire de la France. C'est la conquête. Moi, ça, c'est le vol. L'histoire de la France. Oui, d'accord. L'histoire du vol de la France. L'histoire du vol de la France. Oui, l'histoire de la France. Est-ce que la France peut accepter de détruire son histoire comme ça? Qu'est-ce qu'elle va raconter à ses futures générations? D'accord, c'est vraiment important. On va aller à la pause parce que la présentatrice du journal, elle n'est pas très contente quand on prend son temps. On revient après la pause.